Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous émettant le panel. Merci pour les interactions et les encouragements de part et d'autre. Nous sommes en République démocratique du Congo pour parler actualité. Vous le savez très bien, cette radiation de quelques généraux de l'armée congolaise, ils sont exclus définitivement de l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils sont soupçonnés de préparer un coup d'État contre le pouvoir en place. Nous allons en parler et en discuter. Est-ce que les contextes ou les moments est-il propice pour que ces généraux quittent les bateaux de l'armée congolaise? Non seulement ça, vous savez bien que pour remplacer Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale, beaucoup de candidats ont répondu présent à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur Mbata. Ils ont tous déposé leur candidature, mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on ne pressent pas cette unanimité au sein de l'Union sacrée. Pourquoi autant de candidats alors que c'est une plateforme gérée par un seul leader, autorité de référence, qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est tout le monde qui patiente cette annonce de la première dame. Nous aurons tous entendu qu'il y aurait une annonce de sa part, peut-être un message, mais là, nous allons vérifier aussi, voir est-ce qu'il est important pour, avant que la première dame annonce un message, est-il important que cela soit informé à toute la nation? Est-ce qu'il y a des prérogatives réservées à la première dame qui intéressent toute la République? Nous allons tabler sur les tout derniers dossiers que vous maîtrisez tant aussi. Ces points de presse de ce nouveau mouvement fondé par Joseph Kabila Kabange, l'ancien président du pays et sénateur à vie. Il a réuni ses partisans et aujourd'hui ce mouvement c'est une forme de rébellion à une façade démocratique ou bien Kabila cherche à s'imposer autrement? Nous allons en parler autour de ces grands plateaux spéciaux que nous recevons pour vous. Maître Bob Ngoï Mujinga, que vous connaissez très bien, amoureux de ces grands plateaux spéciaux du panel. Il est analyste indépendant à qui nous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation à Maître Bob. Merci et bonsoir Monsieur Miema. Ça sera toujours, comme je le dis, un plaisir de partager nos idées avec les Congolais pour leur bien-être, bien évidemment. Alors, on va d'abord commencer par cette annonce, mais nous ne confirmons rien. Il semblerait qu'il y aurait annonce de la première dame. Est-il important qu'une première dame s'annonce à toute une nation, qui disent nos textes sur le plan légal? Bon, je l'ai appris de vous, puisque je n'ai pas personnellement vu ce message. Et si la première dame peut s'adresser à la nation, bon, elle reste congolaise. Vous pouvez vous adresser à la nation, mais dès lors que vous avez un message à donner, vous, Monsieur Miema, ou moi-même, Maître Bob Ngoï, si aujourd'hui je vais m'adresser aux Congolais, libre à moi de pouvoir le faire. Ça pourra gêner si je veux utiliser des canaux officiels, donc en accordant une casquette, une connotation officielle à ma déclaration, alors que je n'en ai pas qualité. Bon, d'abord, sur le plan des textes, il n'y a aucune base juridique soutenant la casquette des premières dames en République démocratique du Congo. Donc, pour dire ça plus clairement, la qualité des premières dames n'est pas institutionnalisée en RDC. Il n'y a aucun texte. C'est pas sélectif, hein, ça c'est normal. Il n'y a aucun texte qui investit quelqu'un comme étant première dame. C'est plus une qualité symbolique. Pour preuve, il n'y a pas un budget qui est réservé à cette qualité. S'il arrive des fois que les premières dames ont des conseillers, des directeurs des cabinets, ils s'appuient sur les budgets de la présidence, c'est-à-dire au budget du mari. Il y a quelque chose qui peut être alloué à la première dame. Ce qui se fait ici chez nous, ce n'est pas innovant, parce que même en France, pour comparer, c'est pareil. En France, vous avez même un bureau à l'Élysée réservé à la première dame, où son budget découle également d'une petite poche réservé à la présidence de la République. Donc son budget dépend de la présidence de la République. C'est juste une casquette symbolique et normalement, elle ne se limite qu'à des actions sociales, humanitaires et éducatives et donc des actions d'appui à la fonction présidentielle à travers une fondation,
à travers des autres fondations et associations où elle peut apporter main forte aux Congolais. Mais en fait, s'il faut se dire que la première dame veut s'adresser officiellement, elle n'a pas, sur le plan des textes, une qualité officielle comme telle. Je suis curieux, j'aimerais bien entendre, avant de mieux juger cette action, j'aimerais bien entendre s'il s'agit, bien évidemment, d'un appel aux Congolais, comme tout le monde pourrait le faire. Soutenons nos FARDC, voilà les bonnes mentalités. Ben, si c'est ça, ben d'accord. Mais ce qui pourrait un peu gêner, c'est si on accorde une casquette officielle à cette déclaration, ça pourra déranger. Mais en fait, nous pourrons mieux juger cette position en écoutant un peu son discours. Nous sommes curieux et on verra bien ce qu'il en est. Bon, en tant que Congolaise, en tant que patriote, elle a aussi cette obligation de s'adresser. Elle peut toujours le faire, elle peut passer... Mais parce que vous avez dit en utilisant les canaux officiels, ça veut dire... En utilisant les canaux officiels, oui, ça pourra aller dans le sens de dire... elle peut passer à la RTNC. Le fait de passer son communiqué à la RTNC, comme moi je peux le faire aujourd'hui, je peux avoir un communiqué à donner à X ou à Y, je peux bien le faire. Ça ne lui est pas interdit. Non, mais ça ne lui est pas interdit. En tant que Congolais, elle peut le faire comme moi je peux le faire. À travers la RTNC, à travers votre plateau, à travers les autres instances. Mais là où je comprends, ce qui gêne un peu les gens, c'est que cela a été annoncé à la RTNC. C'est peut-être cette connotation qu'on veut ramener dans le sens officiel qui dérange. Bon, on n'a pas d'affirmation si ça a été annoncé à la RTNC, oui. Mais au moins nous avons lu d'autres canaux qui ont témoigné que la première dame aurait un message à la nation, bon, mais au peuple, sur le plan humanitaire, il faut aussi avoir un message, ça c'est normal. Oui. Si ça n'a pas été annoncé par des canaux officiels, si la RTNC n'a pas annoncé comme qui dirait, comme cette chaîne annoncerait le discours du président de la République, et je crois que il n'y a aucun mal à ça. La première dame reste une citoyenne congolaise. Quand elle voit qu'il y a ceci ou cela, c'est bien son droit de parler, bien que, au regard de sa casquette, au regard du fait qu'elle a aussi accès à des secrets d'État, elle est souvent appelée au droit des réserves, à ne pas prendre des positions claires sur certaines questions. Mais toujours est-il qu'elle reste congolaise comme tout le monde, elle a le droit de s'exprimer. Très bien, c'était une parenthèse. Nous prenons ces dossiers sur les 3 généraux des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont été radiés des rangs de la garde républicaine. Il s'agit bien du général Christian Chiwewe, le général Frank Ntumba et le général de la brigade Benjamin Katende. Est-ce que le contexte est-il vraiment propice pour que ces généraux quittent les bateaux de l'armée congolaise? Oui, mais dès lors que cette décision est motivée et justifiée, jusqu'ici, le général Chiwewe était accusé d'une tentative de coup d'État. De complicité avec l'ennemi et tout ça. Et de ce point de vue, dans l'armée, comme ailleurs, que ce soit dans l'administration ou même dans la vie courante, dans toute association sérieuse, lorsque nous sommes auteurs des actes immoraux, des actes pouvant mettre en mal toute une république, parce qu'on parle là de l'armée, il s'agit de la sécurité. Il s'avère être vrai que le général Chiwewe et les autres étaient mêlés à une certaine complicité avec l'ennemi, auraient livré des informations sensibles ou auraient posé des actes qui vont à l'encontre des intérêts de la République, je trouve que cette décision est salutaire. J'ai bien dit si il est avéré que ces positions, qu'il serait mêlé à des actions condamnables, je crois que ce serait justifié. Pourquoi allons-nous continuer à garder dans notre armée, qui est déjà assez fragile comme ça, parce que étant infiltré et inféodé par l'ennemi, ici je fais allusion au Rwanda, s'il est vrai donc que le général Chiwewe et les autres étaient dans ça, il était temps de pouvoir les mettre des côtés, comme il faut aussi le faire avec d'autres qu'on pourra dénicher, à moins que ça pourrait être condamnable si, du point de vue de la réalité des faits, il y aurait une certaine innocence du général Chiwewe, parce que jusqu'ici, les preuves pour lesquelles on inculpe le général Chiwewe n'ont pas été mises à la place publique. Donc tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous a dit. Et si il faut se baser sur ce qu'on nous a dit, qu'il y aurait une complicité du général Chiwewe envers les autres, oui, d'accord, cette décision est compréhensible. On ne peut pas garder dans notre armée des gens qui s'illustrent par des actes immoraux,
immoraux, je voulais dire. Alors, je crois que si c'est dans ce cas, c'est bon. Mais pour certaines bouches, il y aurait une forme d'acharnement, une certaine peur. À en croire ces déclarations, je préfère aller au conditionnel. J'aurais appris de certaines sources que le général Tuoé serait un proche des Kabila depuis longtemps. Et c'est vrai, il était quand même dans la garde républicaine depuis l'époque de Kabila, et que Kabila l'aurait présenté au président Tshisekedi à l'époque. Est-ce que, après ça, après cette confiance qu'on lui a donnée, n'y a-t-il pas eu une forme d'acharnement de la part de certaines personnes qui pouvaient mettre à sa disposition ceci et cela, parce qu'il était quand même le numéro 1 de l'armée? S'il est vrai que ce dernier était des connivences avec l'ennemi, vous voyez la gravité. Donc, le numéro 1 de l'armée congolaise était à la solde du Rwanda. Mais c'est très grave s'il s'avérait être vrai. Mais s'il s'agit d'une forme d'acharnement pour régler des comptes simplement sur le fait qu'il aurait eu des accointances avec Kabila, c'est condamnable. Si les faits sont avérés et qu'il n'y a pas d'acharnement, il est compréhensible de voir le général Tuoé être mis de côté et ainsi que les autres. Alors, maître, là, ce que vous dites, vous savez qu'il y a une différence entre la radiation et puis une condamnation après avoir peut-être subi une peine. Bon, après avoir commis un acte qui va à l'encontre de la loi, on peut subir une peine, ainsi de suite, mais tout en restant dans l'armée congolaise, et qu'après avoir consommé la peine, vous pouvez reprendre l'armée, réintégrer au sein de l'armée, mais ça c'est une radiation, c'est-à-dire c'est un renvoi définitif. Avec les actes pareils, ne manque pas, c'est perpétuel, c'est à tout moment, on sent une mise à jour, qu'il y a des interpellations, mais est-ce que vous ne pensez pas que cela risque? On dirait que, alors, il faut commencer à radier tout le monde, il faut commencer à radier tous les généraux, parce qu'ils sont toujours déjà interpellés, soupçonnés d'avoir. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre forme de les punir au lieu de les radier de l'armée congolaise? Bon, tout est question de la gravité des faits. Si les faits lui reprochés sont très graves et s'il s'agit réellement de la complicité avec l'ennemi, lui qui était numéro 1 de l'armée, je crois que ça, c'est une action qu'on ne peut pas tolérer. Et je suis d'accord de cette fermeté-là, parce que ça crée un précédent. Et désormais, même certains autres militaires, parce que moi j'ai toujours été pour, par exemple, tous ces gens qui sont à l'est de la République, qui combattent notre pays, moi j'ai toujours été pour la non-intégration de ces gens dans notre public. Vous allez voir aujourd'hui, même quand il s'agit des politiciens, vous verrez aujourd'hui Jean-Pierre Bemba, qui se comporte comme monsieur tout le monde, oubliant les sangs des Congolais qui ont été versés par lui et ses copains. Et les autres, donc, ça a créé un précédent. Il n'y a pas que lui, il y a des lycées Sanga, ils sont un peu plus nombreux. Vous comprenez que tous ces gens ont tué des Congolais. Mais parce que ils réclamaient ceci et cela, aujourd'hui ils sont blanchis. Ils donnent même des leçons aux uns et aux autres. Il faudrait. Jean-Pierre Bemba, n'oublie pas qu'il a subi des peines. Hein. Il a été à la CPI. Oui, mais à la CPI, il y a été pour d'autres faits. Ça, c'était pour des actions commises très souvent en Centrafrique par ses troupes. Mais pour le sang qui a coulé ici chez nous, la justice ne l'a pas encore attrapé. On fait passer ça dans les comptes de dialogue des Sun City pour essuyer le ceci et cela. Donc ici, c'est pour moi le moment de dire que l'action posée contre le général Tuoé devrait être un précédent pour les autres. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre, qui souffre d'infiltration, dont l'armée n'arrive pas à se tenir debout, qu'on aime le président Tshisekedi ou pas, si un militaire doit être à la solde du Rwanda, il est logique que ces derniers doivent être radiés. Et moi je vais même plus loin, il faudrait qu'on élargisse ces genres d'actions contraignantes contre même des civils, même des politiques. Cette fois-là, l'inéligibilité à vie et le refus catégorique de ces derniers, c'est-à-dire à frapper aux politiciens qui pourront être mêlés à la guerre de l'Est, ils pourront carrément être interdits de faire de la politique en République démocratique du Congo, parce que certains voient ça comme un lit sur lequel ils doivent se reposer. J'ai toujours dit que si moi, Maître Bob Ngoï Mujinga, je passe président de la République ou j'ai une fonction quelconque dans un secteur, vous voyez même les gens des PCR que vous voyez ici, moi, j'ai toujours dit que je passe président de la République, je vais fondre la PCR, je mets tous ces gens au chômage. J'ai créé des jeunes qui vont venir avec un civisme sérieux, parce qu'ils sont d'une récidive à outrance. Malgré les efforts qu'on fait, ils sont à la base de beaucoup de choses. Si vous estimez que la police ne paye pas, pourquoi vous y restez? Il faut à un moment donné de la discipline dans notre armée.
C'est n'importe qui fait n'importe quoi. Regardez, il y a un constat de léthargie de la part de l'État. Oui, il y a une certaine léthargie. Donc voilà pourquoi moi je soutiens quand même cette action, si elle s'avérait être fondée sur base des faits soutenables, que nous ne connaissons pas encore, parce que l'État n'a pas encore communiqué sur les vraies motivations, avec preuve à l'appui. Ils sont déjà radiés, hein, c'est différent. Justement, mais aussi autour de ça, il faut tenir compte d'un autre élément. C'est que, est-ce que tout est politique chez nous? On a vu des magistrats, notamment le monsieur de la Cour de cassation, le procureur général pour la Cour de cassation, monsieur Mvonde, qui à l'époque de Kabila avait été radié de la magistrature. Et après, les uns et les autres sont venus, ils ont été récupérés, aujourd'hui il est à la Cour de cassation. Le problème, c'est qu'il y a de ces décisions qu'on considère comme politiques. Aujourd'hui, Thio est radié, mais est-ce que demain, c'est lui qui va revenir? S'il est d'obédience de X ou de Y, ne va-t-il pas les réintégrer? J'ai fait ici allusion. C'est ça aussi la crainte. La crainte, oui. C'est ça, parce que oui. À leur niveau, ils ont des informations du pays, ils ont des informations en dehors même du pays, oui. Au sein de l'armée. Bon, tout dépend de comment est-ce que l'État prendra des mesures pour protéger, oui, mais ça ne puisse pas déborder les lignes. Mais ici, s'il arrivait que c'est lui qui va être élu après le président Tshisekedi, et d'obédience, d'une certaine obédience et d'opinion favorable à Thioé, ne soyez pas surpris, de la même manière qu'il a été radié, il peut être réintégré. Et donc, c'est peut-être ça la crainte. Est-ce qu'on ne va pas faire du surplace? Il y a déjà un précédent. Je viens de parler de M. Mvonde, qui à l'époque des musées, Laurent Désiré avait été radié, il n'est pas le seul. Tous ceux qui à l'époque étaient radiés comme magistrats pour des actions condamnables sont revenus. Alors, donc, il y a l'inefficacité, la radiation ne pèse pas du tout. La radiation ne pèse plus parce qu'au Congo, on politise tout. Aujourd'hui, Thio est dehors, mais s'il a été réellement des connivences avec X et Y, je ne serais pas surpris que demain, qu'il soit réintégré par un nouveau, vous voyez, Dick Append, qui pendant des années était mis de côté. Bien évidemment, lui n'a pas été radié, mais une fois que M. Tshisekedi a vu des intérêts politiques, il l'a récupéré pour des raisons et d'autres, et les voilà en train de régner au niveau du Grand Katanga. Donc cette radiation, très bien, va-t-elle durer sur le temps? Très bien. L'avenir le dira. Pour vous, qu'est-ce qui sera la base? Qu'est-ce qui attire plus les généraux à commettre des pareils actes ces actes d'insurrection, bon, d'attachement au mouvement insurrectionnel, préparer les coups d'État? L'élément déclencheur peut être lequel? L'élément déclencheur, c'est d'abord le lucre. Ils veulent vivre d'une certaine manière. Ici, chez nous, au pays, je suis d'accord avec une déclaration de M. Mvonde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a fait, lors de la rentrée judiciaire, une très belle déclaration que même les médias, même les politiques, même dans l'appareil judiciaire, on n'en tient pas compte. Il a dit que jusqu'ici, l'enrichissement illicite n'était pas criminalisé. C'est très important. Aujourd'hui, dans notre arsenal juridique, l'enrichissement illicite n'est pas criminalisé. Donc, on n'a pas des textes suffisamment rigides pour pouvoir contraindre les uns et les autres, politiques, armés et autres, à ne pas aller dans le sens d'un enrichissement illicite, à décourager donc ces pratiques. Vous venez de poser une question fondée. Qu'est-ce qui pousse les généraux et les colonels et autres dans notre armée à faire allégeance? Oui, mais c'est le goût du lucre. Si déjà, un général, vous touchez combien? Mais vous changez de voiture, vous avez des bâtiments. Je connais des généraux dans ce pays qui, en réalité, s'il faut suivre à la loupe leurs revenus, mais ils ne devraient pas avoir des bâtiments, ils ne devraient pas avoir de ceci et cela. Donc, c'est cette facilité à tolérer l'enrichissement illicite qui occasionne ce genre de choses. Mais si nous avions un arsenal juridique, comme venait de dire Monsieur Mvonde, un arsenal juridique conséquent pour décourager l'enrichissement illicite, je crois que ça découragerait beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, Maître Bob va être nommé ministre. Au bout de 2 mois, on le voit élever de bâtiments. Pendant qu'il y a quelques jours, peut-être qu'il n'en avait pas le moyen. Ça ne dérange personne. On fait des déclarations, oui, on a déclaré le patrimoine. Mais après, est-ce qu'on fait une contre-vérification quand la personne quitte le pouvoir? C'est quoi son compte bancaire? Quel est son actif immobilier? C'est rien. Mais tant que cela va continuer, tous ces gens qui le font, ils le font pour l'argent. Peut-être on lui avait promis je ne sais pas quoi, si réellement il a été mêlé à ce qu'on l'accuse. Et donc, il ne serait pas surprenant ici dans notre pays, il faut combattre d'abord la corruption sous toutes ses formes, concussion, et tout, dans tous les secteurs. Quels peuvent être les garde-fous à mettre pour que ces histoires s'arrêtent un peu, cette trahison au sein de l'armée, parce que c'est toute une confiance de la République, l'armée, c'est l'armée qui protège le pays, c'est l'armée qui protège presque le patrimoine du Congo.
Alors, quels sont les garde-fous qu'il faut mettre en place pourvu que ces histoires puissent un peu diminuer un tout petit peu parce que la vitesse des croisières augmente de plus en plus et ça devient répétitif. Nous n'avons pas, il y a un manque criant des disciplines dans notre armée. Hier, j'ai passé par Kingasani, j'ai vu, vous voyez, dans cette histoire, on a mélangé les PCR, on a mis ensemble les PCR et les militaires pour pouvoir faciliter la fluidité de la circulation. Mais j'ai vu un militaire, dans son orgueil, qui se dispute un petit peu avec un policier qui sort son arme et qui veut tirer sur les autres. Et c'était la pagaille. Les autres policiers qui étaient tout autour s'est précipité des larmes. Ça s'appelle indiscipline. Tant que d'abord, dans notre armée, il n'y a pas une discipline sérieuse. On voit aujourd'hui des généraux se promener comme ils veulent. Ils font des vidéos en train de danser sur les nets. Non mais, à la limite, faisons les choses comme elles doivent être faites. Il n'y a pas que... Donc, il faut d'abord remettre la discipline au sein de notre armée. Que ces genres de pratiques soient sérieuses. Et pour ça, l'apport de la justice est non négligeable. Il faudrait que la justice militaire, ici, tape du poing sur la table. Suive de près le comportement d'indiscipline des militaires et aussi l'enrichissement illicite de ces derniers. Parce que si ces derniers peuvent se taper, aujourd'hui les généraux sont des grands patrons, les généraux sont ils n'ont rien à envier des politiciens. Bon, finalement, êtes-vous général pour servir la République ou pour vous enrichir? Ça devient pratiquement un poste politique et un poste financier. Donc, pour pouvoir mettre des garde-fous à ça, il faut remettre l'armée à sa place, la discipline au cœur de tout. Nous voyons des policiers aujourd'hui qui, parce qu'il a un grand frère colonel, 2 jours après, il met sa tenue et il devient policier. Aucune formation rigoureuse. Tant que ça continuera comme ça sera un problème. D'abord, l'armée, c'est le corps de la discipline. Tant qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de justice sérieuse pour ça. Je suis très sûr que le monsieur qui a tiré hier là, rien ne va lui arriver. Mais avec ça, très bien. Attendez-vous. Alors, merci beaucoup, maître. On prend un autre dossier, c'est ces points de presse de ces mouvements, les nouveaux mouvements aujourd'hui, Sauvons le Congo, qui est taxé par nombreux d'un mouvement d'attachement ou attaché à des groupuscules insurrectionnels et que, à un certain moment donné, on considère le pouvoir en place sous forme d'une faiblesse parce que aujourd'hui, les mouvements peuvent s'évacuer à la situation, à tenir des meetings. Ils ont tenu quand même un point de presse dénonçant beaucoup de pratiques. Est-ce que c'est pas aussi ça l'essence, la beauté de la démocratie que Tshisekedi essaye d'instaurer petit à petit? Bon, d'abord, il faut dire que quand j'ai appris la sortie de ce mouvement, la première question que je me suis posée, je parle ici du mouvement Sauvons le Congo, quand j'ai appris qu'il y aurait un mouvement pareil qui a vu le jour, moi je me suis posé la première question, est-ce que ces mouvements a-t-il des accointances avec le côté militaire, c'est-à-dire avec les rebelles? Alors, si la réponse aurait été oui, j'aurais été le premier, pour le bien de mon pays, de combattre ce mouvement. Mais si ce mouvement n'a rien de militaire, par exemple, dans leur point de presse d'hier, nous avons tous vu qu'ils n'ont cessé de dire qu'il n'y a rien de militaire et que tout est républicain et démocratique. Si c'est vrai que le mouvement Sauvons le Congo est républicain, démocratique, non armé, pourquoi est-ce qu'on les combattrait? Il n'y aurait pas de raison. Non, mais d'ailleurs, vous ne pouvez... Au nom de la démocratie. Vous ne pouvez même pas supposer, Maître Bob, parce que déjà Kabila est sous condamnation. Kabila a été condamné à mort. Ça signifie que la justice nous a prouvé noir sur blanc que Kabila est attaché à des mouvements insurrectionnels. Cela ne vous pousse pas d'utiliser les conditionnels ou de vous poser des questions alors que les faits établis prouvent que Kabila est attaché à des mouvements insurrectionnels parce que c'est la justice qu'il a déclaré haut et fort. Est-ce que cela n'est pas aussi une forme de faiblesse, comme je l'ai dit tantôt, de la part du pouvoir, de laisser celui que vous avez condamné agir aussi sur le plan politique librement? Vous ne pensez pas que c'est une forme de faiblesse? Bon, c'est ça même le problème avec la justice. La justice élève une nation. Aujourd'hui, il y a comme un piège que la justice tend à la République. Nous avons tous décrié la vitesse et le manque de preuves suffisantes autour de l'inculpation de Joseph Kabila. Ici, on l'a inculpé, à en croire les déclarations de la justice que vous avez évoquées. On a parlé d'une vidéo qui était publique, une déclaration de Joseph Kabila, et aussi de sa présence à Goma, présence qui autrefois
Souvenez-vous qu'il y avait eu une demande d'élever d'immunité de Kabila avant son arrivée là-bas. C'est-à-dire, il y avait une rumeur qui avait été lancée faisant état de sa présence là-bas, ce qui n'était pas vrai. C'est dans son discours qu'il avait finalement confirmé. Mais pendant ces temps, on avait déjà demandé la levée de ces immunités. Donc, ici, cette condamnation pose problème. Un jour ou un autre, moi je serais favorable à ce qu'on recommence, si réellement Joseph Kabila a des accointances avec les rebelles, d'accord, il faudrait qu'il soit condamné, mais il faudrait le prouver. Moi je suis avocat. Je crois que la justice n'a pas de cœur. La justice n'a pas de sentiment. La justice, ce sont les preuves. La justice, c'est ce que vous mettez devant. Si vous n'avez pas d'éléments suffisants, il ne faudrait pas qu'on fasse une justice sentimentale. Mais ici, il s'agit d'un mouvement qui se déclare républicain, qui se déclare démocratique, qui va faire un meeting, qui va faire des sittings. Si ce n'est que ça, moi je ne vois pas où est le problème. Et je considère même que le pouvoir donne assez d'importance à ces mouvements. C'est le pouvoir qui est en train de faire la propagande du mouvement Sauvons le Congo. Moi, à mon avis, je crois que dès lors qu'ils disent qu'ici au pays, ils vont poser des actes républicains, ben, je crois qu'il fallait ignorer ces mouvements, banaliser leurs actions. Mais dès lors qu'on se fait, vous verrez qu'ils sont au premier plan, ils ont fait une petite sortie où il n'y avait qu'une poignée de personnes dans la salle, mais aux allures d'un grand événement. Pourquoi? Parce que le pouvoir donne beaucoup trop de crédit à ça. On les aurait isolés, on aurait dit, ben ça c'est une histoire des gens dépassés, parce que je ne vois pas Monsieur Chadari, Monsieur Minakou et les autres et toute la bande, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme mobilisation? Quel ancrage ont-ils dans la population? Ils ont eux-mêmes du mal à mobiliser. Et que de ce point de vue, il faut minimiser ces mouvements. Mais le fait qu'on veuille donner beaucoup trop d'importance à ça, on arrête ceci, on donne de l'importance à des gens qui, visiblement, sur la scène politique, n'ont pas un poids conséquent pour déstabiliser le pays avec des manœuvres républicaines. Ne négligez pas aussi les poids politiques de Joseph Kabila, qui est leur mentor principal de ces grands mouvements. Bon, de ces mouvements Sauvons les Congo. Quand vous négligez Kabila, c'est comme si les mouvements venaient de naître, alors que dans la base, il y a Kabila qui porte les chapeaux de ces mouvements. Oui, il y a à craindre. Oui, en fait. Il y a à craindre. Non, mais on ne sous-estime pas, mais aujourd'hui, ça ne doit pas être une présomption. Au regard des informations en notre possession, au regard de la tête de ceux qui animent, parce que Kabila n'est pas au pays aujourd'hui, au regard de ceux qui animent, dans la majeure partie ont été vomis par les peuples. Aubin Minakou, qu'on se le dise, c'est un grand nom de la République. Il a occupé des hautes fonctions. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, ce dernier prend une décision pour dire, voilà, nous allons sortir. J'aimerais bien qu'on leur laisse faire. Ils vont dépenser beaucoup d'argent, mais je ne vois pas l'un d'entre eux qui puisse mobiliser des gens ici. Il y a des gens qui connaissent pas cette Kikouni ici. Mais aujourd'hui, on commence à le connaître. Pourquoi? On a arrêté cette Kikouni. Oh, il a fait une déclaration. Mais c'est ça le problème. Ignorez-le. Parce que ici, s'il faut qu'on reste dans des actes républicains, il faut laisser les mouvements sauver. C'est pas une manière de pousser Tshisekedi à devenir dictateur, parce que petit à petit, il observe, c'est un démocrate, il observe quand même l'histoire, comment est-ce que ça évolue, il encaisse les coups de part et d'autre, des contradictions, mais c'est comme si on impose Tshisekedi à porter la posture des dictateurs. Bon, je ne crois pas qu'on impose au président Tshisekedi une posture des dictateurs. Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que je ne le crois pas? Parce que ici, ils disent qu'ils sont républicains. Ils disent qu'ils vont mener des actes admis au niveau international dans un pays démocratique comme le nôtre. Surtout que ces mots est repris dans le nom de notre pays, la démocratie. Alors, de ce point de vue, je crois qu'au contraire, quelque part, moi je crois que Sauvons les Congo, si c'est un mouvement républicain, ça vient quand même équilibrer le jeu politique au pays. Parce que jusqu'ici, la politique congolaise, en tout cas, était dominée, archi-dominée par l'Union sacrée. C'était presque un monologue politique. Mais ici, l'opposition était incapable. Vous parlez de quelle opposition? On craint les camps de Kabila d'être attachés au mouvement rebelle de Rwanda. Il faut pas non plus le pays a souffert pendant tous ces temps avec ce mixage, brassage, tout. Je crois qu'aussi, il ne faut pas tout diaboliser. Il ne faut pas qu'on mette du sel dans tout. Je crois qu'il ne faut pas voir les Rwandais partout. Je crois que si dans le mouvement Sauvons le Congo, jusqu'ici, ils disent qu'ils sont républicains et qu'ils vont poser des actes républicains, attendons-les au tournant.
Tant qu'ils disent, ils font ce qu'ils disent, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas non plus qu'on fasse de la politique congolaise ou de l'Union sacrée la seule force politique au pays. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, quand on parle d'opposition, on voit qui? Moïse Katumbi qui n'est même pas ici, dont les partis politiques n'existent plus que des noms. Martin Fayoulou qui de plus en plus commence... Il a choisi l'opposition républicaine. Il n'a pas voulu s'attacher à ceux qui louent les initiatives des rebelles. Non, mais qu'on se le dise, cette opposition républicaine choisie produit quel résultat ici, il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est tout le monde qui aspire au dialogue. Oui. Et vous verrez que Martin Fayoulou est celui qui accompagne cette initiative. Oui, mais tout le monde commence appelant même ceux-là qui s'attachent au mouvement rebelle de venir qu'on puisse, puisse discuter ensemble. Ce n'est pas mauvais. Si monsieur Martin Fayoulou veut être opposant républicain et souhaite les dialogues, mais c'est très bien. Je suis moi-même favorable à un dialogue inclusif sous l'égide de l'Église catholique et des autres. Mais ici, il y a un problème. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que cette opposition républicaine qu'a choisi Martin Fayoulou, qu'a choisi Kaboun, qu'a choisi Moïse Katumbi et les autres, ici est incapable de faire les contrepoids sur le plan politique dans notre pays. C'est justement ça que je dis. Pour vous, le contrepoids, c'est quoi? C'est être sceptique vis-à-vis de il y a quand même des faits. Hein? Tout n'est pas rose. Il y a quand même des faits qui les dénonce. Mais il ne suffit pas seulement de dénoncer. Quand on dénonce et qu'il n'y a pas de réalité, il faut des actions citoyennes qui bougent le pouvoir. Il ne faut pas se limiter dans votre bureau où il n'y aura même pas assez de gens qui vont vous suivre. Vous êtes dans un petit bureau, il y aura 20 000 personnes qui vous suivront. Très bien. Ici, moi, mon problème, je suis pas contre l'opposition républicaine, mais je suis contre leur pratique passive. Vous constaterez que l'opposition dort. Voilà pourquoi, pour moi, s'il y a quand même un mouvement de l'opposition, comme souvent le Congo, qui vient redynamiser l'opposition, c'est une bonne chose. Il faut un contrepoids. Ce n'est pas de détester le président Tshisekedi, de vouloir à ce qu'il y ait un contrepoids dans l'opposition. Même lui-même, un démocrate que je connais, il ne devrait pas être contre ça. Il faudrait qu'il y ait quand même une opposition qui puisse faire le contrepoids sur le plan politique. Cette opposition n'existe plus. Aujourd'hui, monsieur Martin Fayoulou, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a des bonnes idées, mais jusqu'ici, on n'a pas besoin des idées sur papier. Il faut des actes très bien républicains. Mais c'est ça qu'essaie de faire souvent le Congo. Ah, mais ce qui m'étonne, vous doutez de l'efficacité de Martin Fayoulou sur terrain. Martin Fayoulou... Je ne doute pas de l'efficacité de Martin Fayoulou sur terrain. Un rassembleur. Je ne doute pas de l'efficacité de Martin Fayoulou sur terrain, mais je dis simplement que depuis le second mandat du président Tshisekedi, l'opposition républicaine à laquelle appartient monsieur Fayoulou, monsieur Kabound et les autres, est trop passive. Il y a un manque d'activité citoyenne qui puisse contraindre le pouvoir à un certain comportement. Vous voyez, par exemple, le pouvoir refuse le dialogue. Qu'est-ce que cette opposition républicaine a fait? Non, là, le pouvoir ne refuse pas les dialogues. Mais au format, ce format pose problème. Vous venez d'ailleurs de le dire. Si ça pose problème, qu'est-ce qu'il faut faire? L'opposition a donné une position. Martin Fayoulou a donné une position. Les autres ont donné une position favorable à l'Église catholique. Mais quand ça ne se fait pas suivre d'actes, ce n'est pas doté de l'efficacité de Martin Fayoulou que de constater que sur terrain, il n'y a pas d'acte qui puisse contraindre le pouvoir. Écoutez, le pouvoir, c'est le pouvoir. Quand on est là, on fait un truc, il y a une petite déclaration qui va sauter, il n'y a pas d'action concrète qui va se suivre dans la population pour contraindre le pouvoir, ne vous en faites pas, qu'il n'y ait aucune réaction sérieuse de la part de ce pouvoir. Alors, on prend le tout dernier dossier, c'est cette course au perchoir de l'Assemblée nationale. On voit les têtes qui bougent. Bon, les secrétaires exécutifs de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, qui avait demandé aux députés nationaux de l'Union sacrée qui pensent postuler à ces postes de venir déposer le dossier, chose qui a été faite. Mais à notre grande surprise, c'est comme si il n'y a pas l'unanimité au sein de la classe politique actuelle de voir que les candidats qui court derrière ce perchoir, on ne sent pas que cela a été peut-être motivé par une forme de la familiarité politique. Quand on voit Aimé Boji, on voit deux candidats de l'UNC, on voit autant de candidats, 3 candidats de l'UDPS Tshisekedi, ainsi de suite. Bon, certains disent que Tshisekedi reste partisan de la démocratie et même dans sa famille politique, il fait preuve de cette manière démocratique de faire les choses. Pour vous, est-ce que vous pensez que c'était bon d'aller dans ce sens, de voir que 12 candidats pour les perchoirs, Moff aussi, qui est sur la corde?
Je vais vous faire observer, puisque vous parlez de démocratie, un fait qui est une entorse à la démocratie. Je ne savais pas qu'on dépose les candidatures dans une démocratie au siège d'un mouvement politique. Non, ça c'est sur le plan politique. Ah non, mais attendez, les partis politiques à l'Assemblée nationale. Permettez-moi. Ils ne sont pas vus. Non, mais permettez-moi. Il y a de ces candidats au sein de l'hémicycle qui pouvaient bien postuler autrement. Mais ici, il y a comme une forme d'appropriation de l'État par un mouvement, une famille politique. Ils sont majoritaires, c'est normal qu'on comprenne. Écoutez, la démocratie a ses règles. Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire. Et si vous voulez faire vos primaires, faites-le. Mais ici, il y a une forme d'officialisation des candidats. Il y a une liste qui a été donnée. Est-ce que vous ne voyez pas? Je ne savais pas que dans une démocratie, on dépose les candidatures au siège d'une plateforme. C'est un problème. Comment vous nous donc ici vous constaterez, non, vous savez, vous savez ce qui va arriver, c'est que lorsque l'Union sacrée va décider d'un candidat unique, c'est celui-là qui sera président de l'Assemblée nationale. C'est normal. Et il n'y aura pas de débat. Ça sera l'unanimité. Il n'aura personne devant lui. C'est ça la démocratie. Ça c'est un problème. Alors qu'est-ce que vous dites? Les députés doivent agir au nom de son parti politique? Écoutez, ou bien ici, ce sont les députés qui se choisissent leur président de l'Assemblée. J'ai vu ici, on dit, oui, la liste va être envoyée au président de la République, et c'est le président de la République qui va dire... Ils ne sont pas électrons libres, maître Bob. Non, mais écoutez... Ils sont issus des partis politiques. Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Nous sommes du côté du pouvoir législatif. Laissez les pouvoirs législatifs faire son travail. Laissez les députés se choisir leurs propres représentants. Ici, ce n'est pas le président de la République qui choisit le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République est le chef de l'exécutif au regard des textes. Ce n'est pas lui. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Ce sont les jeux des couloirs qui ne doivent pas être mis à la place publique. On voit les RTNC aller filmer ce genre de choses. Ce sont des primaires, ça peut exister, oui. C'est aussi un jeu démocratique, je suis pas contre ça. Mais je suis contre cette forme d'officialisation, cette vassalisation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. On dit tous nous savons, que c'est celui que le président de la République va choisir qui sera président de l'Assemblée. C'est un problème. Monsieur Niema, alors c'est une vassalisation du pouvoir législatif. Il y a une séparation de pouvoir. Alors, ce n'est pas... Pour vous, les formats qu'a présenté l'Union sacrée, parce que moi je trouve ça normal, que l'Union sacrée prenne des initiatives au regard de ce qui se présente comme urgence. Et à quel niveau vous mettez le choix des députés? À quel niveau vous mettez le choix des députés? C'est reste le choix des députés qui va se faire. Mais la lettre du professeur André Mbata, c'était pas une lettre imposante. C'était un appel à celui qui veut remplacer Vital Kamerhe, qui est de l'Union sacrée, vient d'abord officialiser sa candidature au sein de la plateforme. Ça s'appelle... C'est la beauté. Non mais, je vais me répéter pour que vous me compreniez mieux. Je ne suis pas contre ça. Ce sont des primaires, ça existe partout. Il est possible qu'un pouvoir, par exemple dans l'opposition, ils peuvent faire pareil. Si l'opposition était unie, tous les opposants venaient déposer vos candidatures, on va choisir un... Mais ici, m'insurge contre cette forme de vassalisation de l'Assemblée nationale. C'est que on a comme l'impression que c'est l'Union sacrée qui va décider à la place des députés. C'est monsieur Mbata, et après avoir transmis au président Tshisekedi... comprenez qu'ils sont majoritaires. Oui, mais cette majorité... Et qu'il y a une forme de prédominance, oui. Ça peut se jouer. Ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'il y ait une Assemblée nationale aux couleurs du pouvoir. Et on savait que le mot d'ordre venait d'une certaine famille politique. Mais ce qui se fait, on a comme l'impression que c'est un parti-État. Un parti-État ou une plateforme État qui va se choisir au-delà du choix des députés. Mais dites-moi, si aujourd'hui, je suis député national, que vaut mon choix sur c'est lui qui va conduire les règnes de l'Assemblée nationale? Mon choix ne pèse pas. Donc ici, l'image que ça donne, donc ce sont des primaires. Ça peut se faire, mais que ça s'efface en sauvant l'image. Parce qu'ici, au niveau de l'image, on n'a pas fait attention. On donne l'image que c'est ce que... Parce qu'ici, Mbata dit quoi? C'est le choix du président de la République qui va être déclaré. Donc c'est comme si c'est une nomination indirecte. On sait tous que c'est Mbeboji qui sera là. Mais il faut quand même un peu de tact. Il faut laisser le jeu démocratique, nous le connaissons, mais il faut aussi le laisser s'exprimer dans ses caprices.
je ne me mettrai pas de face à la télévision pour voir les élections. Parce que je sais déjà qui va passer. Comment ça? Mais je sais que c'est soit Aimé Boji, soit Mbosso Kodia qui seront, qui vont passer au perchoir. Bon, ce qui étonne, c'est de voir cette démission brusque de Aimé Boji. On se demande c'était sur base de quelle assurance et pourquoi, si Eboji avait cette assurance du chef de l'État, pourquoi voir alors nombreux de candidats de l'Union sacrée courir après ces postes du perchoir de l'Assemblée nationale? Non, mais ça étonne. Hein? Cela ne devrait pas étonner. Ça devrait être logique. Chacun a des aspirations. Chacun a un lobbying. Chacun a des ambitions. On ne peut pas interdire à quelqu'un dans une famille politique de pouvoir exprimer ses ambitions. Cette multiplicité des candidats, bien sûr, on ne peut pas dire à Mbosso oui parce que Boji a changé. Mbosso peut avoir son étoile. Il peut arriver. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faudrait pas qu'on vassalise l'Assemblée nationale. Vous voyez même dans votre question, il y a une forme de mise à part du choix. Ça sera un choix qui ne sera pas rationnel parce qu'au-delà de tout, j'appartiens à une famille politique, mais je reste député, je sers mon peuple et j'ai des aspirations. Est-ce qu'on va parler ici des compétences? Il faudrait qu'à la limite, qu'il y ait ce contrepoids, qu'il y ait Mbosso, qu'il y ait Boji, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, pour que les députés se choisissent les meilleurs d'entre eux pour les diriger. Mais si ça doit être le choix qui vient d'ailleurs, qu'on impose aux députés, il y a une entorse démocratique. C'est ce que j'essaie de dire ici. Très bien, maître. On se dit. Un mot de la fin, on va terminer l'émission, maître Bob Bango. Oui, un mot de la fin. Je voudrais placer un commentaire sur ce qui se passe au Conseil national de la jeunesse. Ok. Nous avions autrefois Monsieur Mukambila, qui était président du Conseil national de la jeunesse, dont le bilan a été suffisamment mitigé, et tout le monde a décrié son passage là-bas. Il fallait un changement. Et ce changement, aujourd'hui, s'appelle Monsieur, comment l'actuel président, comment on l'appelle encore, Monsieur Mouy, Monsieur Claude Mouy. Claude Mouy, oui. Qui est venu en remplacement de Monsieur Mukambila. On espère que ce dernier, moi j'ai toujours espéré que ce dernier aura une vision. Je crois d'ailleurs pouvoir le rencontrer pour le réveiller un peu. Il était l'exécutif de Monsieur Mukambila, mais on a comme l'impression pour le peu de jours qu'il a passé là, qu'il semble être dans les pas de Mukambila. On n'a pas. Non, vous ne pouvez pas le juger. On n'a pas trop tôt comme ça. Alors que je pèse mes mots. Je ne l'ai pas jugé. Non, l'impression. Jusqu'ici, être justifiable. Non. J'ai comme l'impression. C'est encore une impression. Ça peut changer. Il peut se démarquer. Je ne les juge pas très vite. Mais sur les prémices, un voyage de 1000 pas, on les commence par un pas et la manière dont on fait, c'est pas déterminant, peut nous montrer de quelle manière on va atteindre le 1000e pas. Donc, pour le peu de temps qu'il a passé, on a comme l'impression qu'il rentre dans ce qu'ils ont vécu, parce que lui était l'exécutif. Il n'est pas étranger au bilan négatif de Mukambila. Non, mais actuellement, on estime, c'est l'accompagnement de la ministre de la Jeunesse. Oui, on voit accompagner la ministre. Non, mais ce n'est pas ça son rôle. Le rôle du ambassadeur, non, il est ambassadeur ailleurs. Ici, on le connaît comme étant président du Conseil national de la jeunesse. Et c'est quoi le rôle du Conseil national de la jeunesse principal au regard des textes? Le rôle du Conseil national de la jeunesse, c'est dans l'encadrement des associations des jeunes. Les bras d'action du Conseil national de la jeunesse, ce sont les associations. Parce qu'aujourd'hui, nous avions vu un Mukambila, qui est président du Conseil national de la jeunesse, incapable de réunir même 500 personnes qui pourraient venir soutenir une vision qu'il pouvait avoir. Peut-être c'est un problème. Si moi aujourd'hui, non mais on n'a pas besoin du silence, on a besoin de résultats. La puissance de la communication. Non mais ici je voudrais voir. Je ne suis pas contre Monsieur Claude Mouy, mais ce que j'essaie de dire ici, s'il va nous suivre, c'est j'essaie de le réveiller. Je l'enverrai à cette partie de l'émission. J'essaie de réveiller Monsieur Claude Mouy. Très bien. Je vais lui écrire pour essayer d'avoir un entretien avec lui là-dessus. Je ne suis pas contre lui. Mais ici, s'il ne travaille pas bien, on va se dire que nous n'avons pas détesté monsieur Mukambila parce qu'il était moche, mais parce que son bilan n'était pas beau. On ne fera pas exception avec monsieur Claude Mouy au cas où il est dans les mêmes pas. Je le souhaite bonne chance. Je le souhaite bonne chance. Mais j'ai dit quand même, avec fermeté, que monsieur Claude Mouy, ce début me fait peur. Je vous donne toutes les chances du monde, mais s'il vous plaît, recadrez les choses.
revoyez les choses, révolutionnez les conseils nationaux de la jeunesse. Nous avons un conseil de la jeunesse froid. Très bien. Il faut des idées révolutionnaires. Il faut des gens, c'est ça qui manque aux Congolais. Très bien. Des gens qui bougent leur cerveau pour avoir d'autres idées. Merci, maître. Si même le conseil national de la jeunesse a un pouvoir assez limité, pourquoi ne pas envisager des textes, booster des éléments pour élargir son pouvoir et lui donner assez de possibilités? Le conseil n'a pas de moyens. Ce n'est pas normal. Merci. Et donc, Monsieur Claude, réveillez-vous. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour en discuter. Je l'interpelle. Très bien. Merci beaucoup, maître Bob Ngoïmouchinga. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, souhaitons un vibrant anniversaire à cette grande affiche, à ces grands messieurs, le président principal, le fondateur de la Fondation Exclusion de la Tautologie, Jules Nkaka Isolumbu, Jinki, Amour du Prochain, Jinki AP, c'est un sigle. Alors, il célèbre son anniversaire, un pétillant anniversaire, cher président Jules Nkaka Isolumbu, qui est en même temps le sous-prophète des Kassavubu. Nous vous souhaitons un vibrant anniversaire, que Dieu vous bénisse, qu'il continue à fructifier ce qui est important, surtout que vous êtes au four et au moulin pour les œuvres sociales et humanitaires. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir sur ces grands plateaux spéciaux de la FM Télévision et pour les comptes de votre émission Les Panels. On se retrouve à la prochaine.